Nous avons le plaisir ce midi d'accueillir notre collègue Ozir Glacier, qui est professeur à l'Université Bishop et qui est membre régulière du SODRUS. Elle est professeure qui est un professeur qui intervient à la fois dans les programmes d'histoire, de religion, de politique, d'études internationales à l'Université Bishop. Donc, elle est très versée dans l'interdisciplinarité et nous, c'est ce qu'on aime beaucoup au SODRUS. Donc, elle est aussi une auteure très prolifique. Elle a déjà publié plusieurs livres qui portent à la fois sur l'histoire des femmes, les politiques de genre, les droits de la personne dans le Maroc post-colonial. Donc, c'est dans la lignée de ses recherches et de ses publications qu'elle nous propose ce midi une conférence qui s'intitule « Les femmes issues des sociétés musulmanes, des voix plurielles ». Et je présume qu'après cette présentation d'Ozir, nous aurons une image un peu différente de la femme, de la place de la femme dans les sociétés musulmanes, une image peut-être différente de celle qu'on a l'habitude de voir circuler. Donc, sans plus tarder, je céderai la parole à notre collègue Ozir. Bonjour. Et tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui ont organisé cet événement au sein du SODRUS. Je remercie également les personnes présentes. Et tout de suite, OK. Désolée, un petit quelque chose technique. Donc, je vais parler de la pluralité des voix des femmes musulmanes au sein de leur société. Comme sujet, je vais prendre pour cas d'étude le Maroc et je vais présenter quelques femmes qui ont participé à l'écriture des événements historiques clés de leur société dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, des luttes anticoloniales au printemps arabe. La méthodologie adoptée pour cette présentation et pour les femmes contemporaines finalement, c'est je fais des entrevues avec ces femmes-là, je consulte les sources primaires, ça veut dire les écrits, ce qu'elles ont écrit, les entrevues qu'elles ont données. Les enjeux, c'est il y a une invisibilisation des femmes. On voit que c'est valable pour le Maroc, pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, mais c'est en général dans la quasi-totalité des sociétés humaines où on remarque que les femmes bénéficient moins, par exemple, de temps d'antenne à la radio ou alors de temps d'écran et elles sont moins visibles dans les médias. Mon idée donc, dans ce sens-là, s'inscrit dans ce qu'on appelle l'histoire des femmes. Mais au-delà de l'histoire des femmes, je m'intéresse, en fait, l'enjeu derrière cela, c'est la politique du genre ou des genres et de la sexualité au Maroc et dans la région. Je me suis rendu compte, on se rend compte qu'en fait, les régimes autoritaires sont des régimes patriarcaux. Et on se rend compte également, quand on fait de la recherche, que les inégalités au sein de la famille, entre les femmes et les hommes, et au plus bas de l'échelle, les enfants, on se rend compte que ces inégalités, ces rapports d'autorité, de soumission, socialisent aux inégalités dans l'espace public et au sommet duquel, donc, c'est les élites de l'État et la sphère politique. Et somme toute, finalement, le statut des femmes, c'est un indicateur de la démocratie. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en général, quand on travaille sur des sujets de femmes ou sur les féminismes, dans la production du savoir, c'est considéré comme des spécificités qui intéressent que les femmes. Et donc, c'est ghettoisé, c'est une sorte de ghetto et donc marginalisé dans la production du savoir. Et là, je veux montrer qu'en fait, c'est l'histoire des femmes, c'est des spécificités des besoins des femmes, mais au-delà de ça, c'est un problème social, c'est un problème d'organisation politique. La structure de cette présentation, je suis un ordre chronologique pour faciliter la compréhension des événements. Bien entendu, le Maroc n'est pas un îlot seul, je parle du Maroc, mais je fais une brève mention du Moyen-Orient et du Maghreb ou l'Afrique du Nord. Je commence par les femmes dans les luttes anticoloniales. On remarque
que dans la région, il y a eu une participation massive des femmes dans les luttes anticoloniales, toutes classes sociales confondues. À cette époque-là, il y a eu la formation des mouvements de libération des nations qui sont devenus des partis politiques. Et au sein de ces partis politiques, soit les femmes qui ont participé aux luttes anticoloniales, soit les leaders de ces mouvements nationaux de leur propre initiative, ils ont créé une section de femmes au sein du parti politique. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, ces femmes-là, elles ont appris à s'organiser, elles ont appris à se mobiliser, elles ont appris finalement le métier, si on peut dire, de contestation au sein de ces partis politiques. Et c'est à partir de cette époque-là qu'il y a eu la naissance du féminisme moderne au début du XXe siècle donc. On voit que les femmes, à partir de cet apprentissage au sein des partis politiques, elles ont créé leur propre association, tout en continuant les luttes au sein des partis politiques. Il y a eu une prolifération des salons littéraires des femmes, notamment au sein des classes supérieures et moyennes supérieures, de journaux féminins et des écrits de femmes, pour la première fois finalement dans l'histoire de la région, et création des organisations de femmes. Avant d'aller en avant, je veux juste préciser que l'historiographie ou les récits historiques, c'est des récits masculins et en même temps élitistes, dans le sens qu'en fait, on voit que les femmes paysannes, par exemple, les femmes ouvrières, mais les hommes ouvriers, c'est la même chose, les hommes paysans, c'est la même chose, ils ont participé aux luttes anticoloniales. Et les femmes, par exemple, ça c'est les femmes dans la région du nord du Maroc, dans la région du Rif, qui ont participé dans les luttes anticoloniales armées, mais de façon très active, très engagée, mais elles n'ont pas été retenues par le récit officiel. Donc finalement, ce que le récit officiel retient, c'est des femmes, des hommes également, mais qui sont rattachés à l'élite dirigeante. Donc c'est une classe bourgeoise de notables qui ont l'habitude d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas pour diminuer Malika Al-Fassi, qui est considérée comme la pionnière du féminisme moderne, mais elle a quand même été rattachée à des hommes qui ont exercé le pouvoir. Dès l'âge de 15 ans, c'est-à-dire 1935, elle était la seule femme à faire partie du le tout petit noyau de nationalistes de la ville de Fès, qui est l'une des capitales culturelles du Maroc. En 1937, elle a servi de liaison entre le sultan, le futur roi Mohammed V, et les nationalistes. Ce qui se passe, c'est que le futur sultan était isolé dans son palais et le protectorat, les agents du protectorat français ne lui permettaient pas d'avoir du contact avec son peuple et certainement avec les leaders du mouvement national. Donc Malika Al-Fassi, elle se déguisait comme une domestique. Donc elle portait un djellaba, un foulard, un vêtement traditionnel et elle allait au palais comme si elle allait faire le ménage, mais en fait elle transmettait des messages entre les leaders du mouvement national et le sultan. Ça c'était une démarche très importante parce que c'est ce qui a permis finalement au mouvement national, au futur roi et au peuple de créer une union pour lutter contre le protectorat français et espagnol. Elle est la seule femme qui a signé le manifeste de l'indépendance du Maroc en 1944. Donc, considérée pionnière du féminisme moderne, à l'âge de 15 ans, elle a écrit son premier article revendiquant le droit à l'éducation des femmes. Elle a créé un mouvement de femmes au sein du parti l'Istiqlal, ça veut dire le parti de l'indépendance, et qui s'est beaucoup dévouée, qui s'est intéressée à l'amélioration des conditions des femmes. En 1955, quand le Maroc a été déclaré indépendant, elle a revendiqué le droit de vote des femmes auprès du roi Mohammed V. La réponse du roi était que les femmes ont participé pleinement aux luttes anticoloniales et donc qu'elles méritent pleinement leur droit de vote et leur droit politique.
Malika Al-Fassi, donc, a milité toute sa vie durant jusqu'à sa mort. Elle est morte quasiment centenaire pour les droits des femmes. Parmi d'autres, bien sûr, le Maroc, comme on a dit, n'est pas un îlot séparé du monde. On voit un ensemble de chercheurs et chercheuses, des voix très fortes, qui se sont intéressés aux luttes anticoloniales et à la naissance du féminisme en Algérie, comme avec Marnia Lazraq. Elisabeth Thompson a écrit sur les femmes syriennes et libanaises. Leila Ahmed a écrit sur la formation du féminisme moderne en Égypte. Les femmes et l'édification de l'État moderne. Alors, le plus ironique dans cette histoire, c'est que même si les femmes sont sorties d'or, et puis elles ont lutté, elles ont tout sacrifié pour l'indépendance de leur nation, au moment de l'indépendance et des formations des gouvernements, elles ont été exclues des gouvernements. Mais c'est valable pour le Maroc, pour tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et malheureusement, c'est même dans les pays comme par exemple les États-Unis, où les femmes, durant les deux guerres mondiales, sont sorties, elles ont travaillé. Mais dans les années 50, le slogan qu'on a ressorti aux femmes, c'est que la femme idéale, c'est celle qui est une mère, une épouse, et donc on les renvoyait à ce qu'on considère être leur espace naturel, ça veut dire le domicile ou la sphère privée. Malgré ce contexte misogyne et hautement patriarcal, il y a quelques femmes qui ont réussi à se distinguer. Alors, Halima, la diplomate Halima Mbarak Ouarzazi, en fait, elle rêvait d'être une femme politique. Elle rêvait de participer à la gestion du pouvoir. Et en 1963, elle est l'une des rares femmes à se présenter comme candidate aux élections législatives, les premières élections législatives du Maroc en 1963. Elle n'a pas été élue. Et elle a développé une réflexion critique vis-à-vis des partis politiques, parce qu'elle s'est rendue compte que non seulement la population ne prend pas au sérieux les femmes qui veulent être comme une voix d'autorité dans leur domaine, dans la sphère publique, mais en plus le parti politique, il désigne des femmes dans des endroits, dans des localités où ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de gagner, que de toute façon, ils vont perdre cette localité-là. Donc, pour elles, pour que les pays se développent et pour qu'il y ait démocratisation, c'est nécessaire qu'il y ait des femmes dans les postes clés de prise de décision. Dès les années 1960, elle a prôné un système de quotas au sein du Parlement. Elle a eu une longue carrière au sein des Nations Unies, plusieurs décennies, 50 ans, plus de 50 ans. On voit que, comme elle n'a pas pu être une femme politique, elle a réussi à s'imposer au sein du ministère des Affaires étrangères et elle est devenue vice-présidente, puis présidente de la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'époque, ses collègues masculins, ils l'appelaient une fille à papa. Ils ne comprenaient même pas qu'une femme qui appartient à une élite économique puisse vouloir travailler. Donc, on l'a affectée à la 3e commission de l'Assemblée générale qu'on appelle à l'époque la commission des femmes. C'était une toute petite commission qui s'intéressait à des affaires humanitaires. Donc, c'était une façon de se débarrasser d'elle. Sauf que très rapidement, cette commission a pris beaucoup d'ampleur parce que cette commission se consacre aux droits humains, à la promotion des droits humains. Et donc, elle est devenue l'une des commissions principales de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, Halima Ouarzazi Mbarak a beaucoup d'ambition. Elle a réussi à devenir présidente de la 3e commission et elle a réussi à faire adopter les 2 pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels après des négociations qui ont duré 17 ans entre les pays membres. Et là, j'ouvre une parenthèse, avec la Déclaration universelle des droits humains et les 2 pactes internationaux, ces documents sont considérés les fondements
les traités fondements des traités internationaux relatifs à la protection des droits humains. Donc, une très longue carrière, ce n'est pas le but de cette présentation de parler de toutes ces contributions, mais je vais dire que, tout simplement, elle n'est pas la seule. Des historiens comme Roland Burke, comme Paul Golden-Lauren, qui se sont intéressés, qui sont allés aux archives des Nations Unies, qui se sont intéressés à l'écriture, à l'élaboration des traités internationaux des droits humains. Ils ont fait la découverte qu'en fait, les États non occidentaux étaient là, mais non seulement ils étaient là, mais ils étaient en général représentés par une femme. Et donc, dans les années 60, la voix féministe la plus puissante et la plus véhémente, même, je rajouterai ça, c'était la diplomate irakienne Badia Afnad. C'est grâce à elle qu'on a l'article 3 des 2 pactes internationaux qui exigent que les États parties consacrent, réalisent la même égalité des droits entre les femmes et les hommes à tous les niveaux. Donc, c'est un article clé. Les années 70, on évolue vers un contexte de socialisme, aussi bien au niveau régional qu'international. On voit qu'il y a eu, par exemple, des révolutions socialistes, marxistes au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. Le Maroc n'est pas un îlot, et donc ces idées-là ont traversé le tissu social. Et pour exemple, je citerai Saïda Mennibhi. Elle est devenue le symbole du militantisme féminin. Dans les années 70, il milite au sein de Hilal Amam, en avant, ça veut dire en avant. C'est une organisation marxiste, clandestine, qui œuvrait pour l'avènement de la révolution socialiste au Maroc. En 1976, elle a disparu, elle a été kidnappée et torturée dans un centre clandestin de détention clandestin avant de ressurgir dans un procès de masse et d'être condamnée à 7 ans de prison. Elle meurt à l'âge de 27 ans suite à une grève de la faim. En fait, les prisonniers politiques à l'époque, ils ont fait une grève de la faim pour demander une amélioration des conditions de détention des détenus d'opinion. Elle a été accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle a été en plus interrogée sur sa relation illégale, c'est-à-dire elle vivait hors mariage avec le militant Aziz Lariche. Elle a consacré aux femmes et aux prostituées une partie de ses écrits et poèmes de prison. Et d'après ses écrits, on voit qu'elle était convaincue que l'abolition du capital émanciperait les femmes. Elle n'est pas la seule. Il y a eu un ensemble de féministes qu'on peut qualifier de féminisme socialiste qui ont cru sincèrement que le socialisme, la lutte des classes allait libérer les femmes. Donc, le Maroc fait partie de la région du monde et il y a un ensemble de chercheurs qui se sont intéressés au socialisme arabe et non arabe dans la région, par exemple en Palestine, par exemple en Iran, mais ils n'ont pas parlé des femmes. Donc, est-ce que c'est une lacune historiographique parce que les récits historiques sont masculins? Je n'en sais rien, mais je sais que les femmes, à juger par la situation du Maroc, que les femmes ont cru au socialisme et qu'il y avait des femmes donc, qui militaient activement au sein des mouvances marxistes-léninistes. Femmes et société civile. À partir de cette époque-là, la fin des années 70, il y a eu un ensemble de femmes, de militantes qui ont été arrêtées au même titre que Saïda Mennibhi et que tout simplement, il y a eu une désillusion vis-à-vis des clubs masculins, des partis politiques, des structures du pouvoir et des contre-pouvoirs. En fait, il y a eu une prise de conscience de la spécificité de la problématique des genres. Donc,
elles ont été par exemple en prison, elles se sont rendues compte que l'État, qui discrimine contre les femmes par ailleurs, que ce soit au niveau de loi du mariage, de l'héritage, un ensemble et les mentalités, un ensemble de lois et des mentalités. En matière de torture et de traitement dégradant, on traite les femmes de la même façon, avec la même brutalité, la même violence, mais en plus, il y a des spécificités de traitement dégradant à l'égard des femmes. Par exemple, ces femmes-là, elles ont été arrêtées et jetées dans des cellules en forme triangulaire pour leur rappeler la matrice féminine. On ne leur donnait pas non plus des serviettes hygiéniques pendant des périodes clés pour les humilier. Donc on voyait que les structures du pouvoir étaient masculines, mais parallèlement à ça, les structures du contre-pouvoir sont également masculines, dans la mesure où ça faisait comme une décennie qu'elles militaient au sein des partis, et c'est des partis d'avant-garde, des partis socialistes, etc., mais qu'elles occupaient un strapontin, elles occupaient les seconds rôles au sein des partis politiques. Il en est de même pour les syndicats. On s'est rendu compte également qu'il y avait, par exemple, soit consciemment, soit inconsciemment, une marginalisation, une ghettoisation des femmes. Quand il y avait une femme politique ou une femme active politiquement au sein d'un parti politique, elle était charismatique, elle mobilisait les foules, elle parlait très bien. Le leadership, tout de suite, lui dit va créer une section de femmes, va travailler sur les femmes, va faire ceci et cela. C'est très bien de faire ça, mais ça a l'effet pervers, l'effet inverse, qui est d'écarter du leadership du parti et donc de toute participation aux structures des contre-pouvoirs, d'écarter les femmes qui étaient capables et compétentes. Donc une ghettoisation des sujets des femmes. On s'est rendu compte également qu'au sujet des syndicats, en termes d'exploitation économique, au plus bas de l'échelle, c'est les femmes. C'est les ouvrières qui travaillent dans l'industrie textile, dans les industries agroalimentaires, et qu'en fait, ces femmes-là, elles étaient déjà sous forme d'une sorte de tutelle dans la famille, c'est-à-dire elles doivent obéissance au père, elles doivent obéissance au conjoint, et quand elles travaillent, elles obéissance au patron, au contremaître, tous masculins. Et en même temps, quand elles vont dans les syndicats pour défendre leurs droits, elles s'assoient au plus bas de l'échelle et elles écoutent le leadership masculin qui lui disent quoi faire. À partir de là, donc, les femmes ont décidé de créer des associations spécifiques pour les femmes. En parallèle, sans rompre avec les partis politiques, mais il y avait comme un besoin urgent d'adresser des problèmes de femmes. Et de dialoguer directement avec le pouvoir en place. Donc, on a déployé une créativité, détermination et résilience pour propager le féminisme dans le tissu social et pour féminiser ou démasculiniser les structures des contre-pouvoirs en exigeant 30% de femmes à tous les niveaux de ces associations, syndicats, partis politiques en vue de la parité. Comme exemple, je vais citer la militante Hakima Chaoui. Donc, c'est une militante, militantisme pluriel, une militante tout azimut. Et elle est l'un des membres fondateurs de la MDH, c'est l'Association marocaine des droits humains. Et c'est une association qui adhère, qui respecte et qui poursuit, qui promeut tous les traités internationaux relatifs à la protection des droits humains. Et les membres fondateurs des associations de femmes, membres exécutifs du secrétariat national du Parti d'avant-garde démocratique et socialiste, le PAS, du syndicat, la Confédération démocratique du travail, et elle est poétesse en même temps. Elle a été connue du grand public en 2001. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été invitée à la radio nationale pour lire son poème
à l'occasion donc le 8 mars, la Journée internationale des femmes, pour lire son poème qui s'intitule « Vous, Anti, vous, madame ». Donc ici, je traduis juste le début et la fin. Donc c'est elle qui dit « Maudit, madame, celui qui dit « Vous avez été créée d'une côte tordue ». C'est un long poème de 2 à 3 pages. Et à la fin, elle dit « Vous êtes inébranlable, madame, dans ce présent qui s'embrase pour brûler les livres du passé et pour écrire votre histoire oubliée. » Donc, elle a été condamnée à mort par un groupe islamiste, mais en fait, elle s'est rendue compte, parce que c'est une femme qui s'est présentée, une militante plurielle, une femme politique, elle s'est présentée à une localité lors des élections législatives. Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, elle recevait des menaces de mort quand elle faisait sa campagne législative dans cette localité qui est convoitée par les groupes islamistes. Plus elle était active au niveau de sa campagne législative, et plus elle recevait des menaces de mort, et plus ces menaces étaient violentes. Et donc, elle était obligée de se retirer et de se cacher. Donc, au cas où on ne le saurait pas, les islamistes, c'est des acteurs politiques. Je ne me permettrai pas de passer sous silence la militante Khadija Riadi, parce qu'elle a été lauréate du prestigieux prix des Nations Unies pour les droits humains en 2013. Et pour juste cerner l'importance de ce prix-là, ce prix a été décerné pour Martin Luther King, par exemple, pour Nelson Mandela. Mais c'est une femme et une opposante politique, donc elle est passée sous silence. Donc ses accomplissements passent sous silence. Avec la diplomate Halima Ouarzazine Barak, que j'ai couvert tout à l'heure, elle s'est intéressée à la diplomatie des droits humains. Alors que Khadija Riadi, elle travaille vraiment pour les droits humains par en bas, c'est-à-dire avec les femmes ouvrières, avec les femmes rurales, avec les homosexuels, la protection de l'environnement, etc. C'est vraiment par en bas. Et d'ailleurs, elle a été victime de plusieurs coups de matraque, mettons, on va le dire comme ça. Elle a été présidente de la MDH, l'Association marocaine des droits humains. Elle a été élue 2 fois. C'est ce que permet la charte de l'association. Elle a beaucoup travaillé pour l'avancement des droits économiques et sociaux. En fait, cette époque-là, c'est-à-dire les années 80-90, on s'est rendu compte que, bon, on le sait d'abord, que les droits humains sont interdépendants, mais on s'est rendu compte que les personnes ou les acteurs politiques qui commandent la torture, qui commandent la violence politique, ils bénéficient en même temps de l'appropriation de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre violence politique et marginalisation économique des citoyens et des citoyennes. Donc, elle a beaucoup œuvré pour les droits économiques et sociaux. Elle a également travaillé pour la démasculinisation de la sphère publique et politique et fait partie des militants et militantes qui œuvrent pour la parité dans tous les domaines, dans toutes les associations et la sphère et le gouvernement, le Parlement, etc. Un ensemble d'universitaires se sont intéressés à la société civile et au développement des femmes, du mouvement des femmes, entre autres comme en Tunisie, en Jordanie. Femmes et islamisme. On voit qu'il y a eu d'abord dans le contexte régional la révolution islamique en 1979. Avec cette révolution, donc au fil des mois, des ans de la décennie, on a noté une délégitimation des féminismes et des associations de femmes au nom de l'islam. Tout d'un coup, alors que l'islam à l'époque, le féminisme à l'époque, c'était laïque. Et que la question de l'islam ou la compatibilité ou incompatibilité de l'islam et les droits humains ou la citoyenneté moderne, ça ne se posait pas. Et là, tout d'un coup, il y a tout un travail qui est fait pour montrer que le féminisme et les associations de femmes s'attaquent à l'islam. Il y a eu également la délégitimation des droits des femmes et certainement l'accès des femmes au marché du travail.
au nom du sauvegarde de l'institution de la famille. Mais on voit que ça a commencé d'abord en Iran et ça s'est exporté ailleurs. Ça s'explique qu'à cette époque-là, il y a eu la naissance de ce qu'on appelle les féminismes islamiques. Donc, c'est dans les années 80. Et puis après, ça s'est propagé différemment des époques. Ce qui se passe, c'est que les femmes iraniennes n'étaient plus capables d'avoir un discours laïque comme avant. Et donc, ils étaient obligés de se réapproprier le discours islamique pour faire avancer leurs droits. Mais de toute façon, ils se sont rendus compte que ça avance pas. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Comme exemple, je prends Asma Mrabat, marocaine. Elle a des approches, donc il y a un ensemble de personnes dans Asma Mrabat. Elles ont des approches basées sur la foi. C'est ce qu'on appelle l'exégèse féministe ou féminine, dépendamment de qui l'écrit. Mais Asma Mrabat, c'est exégèse féministe. Elle a écrit beaucoup d'essais pour montrer que l'islam n'est pas incompatible avec les droits des femmes et l'égalité des sexes. Cependant, il y a eu une grande polémique au sein de la Ligue des théologiens, Rabitat al-Ulama, quand elle a coécrit un livre qui préconise l'égalité entre les sexes en matière de l'héritage. Là, les théologiens, les gardiens de la religion officielle et très masculine, avec des privilèges masculins, ils sont sortis pour condamner tous ces travaux. Donc, elle a démissionné. Et on se rend compte que c'est la même chose qui est arrivée avec les féministes en Iran, qu'elles arrivent à la conclusion que le féminisme islamique, ça ne marche pas. Et là, elles adoptent une démarche basée sur les traités internationaux des droits humains et des droits des femmes. Une littérature nombreuse en termes de féminisme islamique, comme Asma al-Mrabat, Amina Wadoud, parmi d'autres. Les femmes et les révoltes arabes. On se rend compte qu'il y a une participation massive des femmes et à tous les niveaux, toutes classes sociales confondues, leadership, comité, organisation, contestation. Ça, c'est au Moyen-Orient, Afrique du Nord, Maroc, toute la région. On voit que c'est des luttes pour l'avènement de la démocratie. Mais il y a une absence de revendication féministe en soi. Par contre, la démarche adoptée, sous-entendue qui est là, elle est féministe. Et je m'explique. Je vais prendre le cas du Maroc. Tahani Madmad a été le porte-parole du mouvement du 20 février. C'est le mouvement des révoltes marocaines de 2011, lors de la première conférence de presse qui annonce le mouvement, qui annonce les revendications du mouvement. Également, durant cette époque-là, il y a eu toute une première vidéo qui invite les citoyens et citoyennes à sortir manifester. Et cette vidéo-là, elle internait une jeune femme, un jeune homme mûr, un homme âgé, et aussi des voix arabes et des voix amazighes. Amazigh, c'est berbère. C'est pour montrer la diversité et l'égalité des voix de femmes et des hommes, mais la diversité culturelle du pays. Le mouvement du 20 février a développé une véritable réflexion sur le leadership, la présence des femmes dans ce leadership et sur les formes traditionnelles de contestation et les structures du pouvoir. Donc d'abord, on a voulu que le mouvement soit horizontal et non hiérarchique. Donc c'était des comités de 3 personnes et c'était un comité tournant qui organisait le mouvement. Et on pouvait avoir, il fallait au moins une femme présente dans chaque comité. Et donc on pouvait avoir 3 femmes, mais on ne pouvait pas avoir 3 hommes qui organisaient le mouvement. On voulait également déconstruire cette idée que les droits vont nous être donnés dans le Parlement ou via les partis politiques. On ne croit plus à rien et les droits, ça s'arrache dans la rue et donc on sort dans la rue et on manifeste tous les dimanches. Donc il y a eu présence des femmes à tous les niveaux et dans les slogans, on voit que
il disait quand il sortait, toi la fille du peuple, toi le fils du peuple. Constamment, on alternait féminin, masculin. Je dirais juste un mot que durant cette période, la journaliste yéménite Tawakkul Karman a reçu le prix Nobel de la paix 2011 avec 2 libériennes pour sa participation active et sa mobilisation du peuple yéménite lors des révoltes arabes. Il y a eu une littérature abondante qui s'est intéressée donc au sujet des femmes et des révoltes arabes, entre autres au Soudan et partout dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En conclusion, je dirais dans mes recherches que l'invisibilisation des femmes relève d'une dynamique plus large qui est la répression de toutes les voies progressistes au pays. Et qu'en fait, elle relève d'une politique ou de politiques délibérées de fabrication d'identités passéistes. Donc, toutes ces idées très rétrogrades qu'on voit participent ou relèvent de la fabrication de l'immobilisme religieux culturel au pays. D'ailleurs, sans surprise, quand on lit les constitutions des pays, certainement le Maroc, l'infériorisation des femmes, en même temps que les fondements du pouvoir, elles sont légitimées par la religion, la culture et les traditions officielles. Donc ça va main en main. On délégitime les femmes, mais on délégitime en même temps toute forme progressiste des fondements de pouvoir. Et c'est toujours la religion, la définition de la religion, de la culture et des traditions qui servent d'alibi. Cela a un impact au niveau international comme on peut l'imaginer et j'espère orienter mes futures recherches dans cette direction-là, mais cet immobilisme culturel qu'on fabrique, il participe à des définitions de eux versus nous et eux, ce sont obscurantistes, on les montre comme des obscurantistes et puis très rattachés à des formes rétrogrades de la religion. Et puis nous qui sommes démocratiques et que nous croyons à l'égalité des sexes, ça fait partie de l'identité culturelle québécoise par exemple, aux élections, aux droits humains, etc. Et que finalement ça rejoint les thèses du grand penseur arabe palestinien Edouard Saïd, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Parce que quand on regarde de plus près, au-delà du folklore, des stéréotypes et des préjugés, eux, c'est nous, et nous, c'est eux. Et dans toutes les sociétés humaines, il y a des personnes ordinaires et des personnes extraordinaires qui travaillent avec des ressources limitées, avec une détermination inébranlable, une prise de risque personnelle très grande pour inscrire leur société dans les idées de leur temps, à savoir un état de droit, les droits humains et l'égalité des sexes. Merci.